Bonjour, la capsule d'aujourd'hui va porter sur la section 4.6. Ça porte sur comment calculer le potentiel pour une distribution de charge continue. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a appris à faire au chapitre 2, quand on avait appris à calculer le champ électrique produit par une distribution de charge continue. Cette fois-ci, c'est le potentiel, mais vous allez voir, la méthode est tout à fait similaire. Donc, le principe, c'est qu'on part de la formule qu'on a vue pour une charge ponctuelle. Donc, pour une charge ponctuelle, on a vu que le potentiel c'était KQ sur R. Et on l'applique, en fait, on va découper notre distribution de charge continue en un paquet de petits éléments infinitésimaux, puis on va les additionner, donc on va faire l'intégrale. Mais par contre, c'est quand même un petit peu plus facile que pour le champ électrique parce que le potentiel, c'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Donc à ce moment-là, on n'a pas la direction, les vecteurs unitaires, etc. Donc en fait, ça va être un peu plus facile. Donc, je vais juste faire un exemple. Donc, j'ai mis ici le schéma pour l'exemple. Dans le fond, on veut calculer le potentiel au point P qui est ici. Ce qu'on a, c'est un fil chargé avec, en fait, je pourrais mettre en rouge, disons qu'on a la charge par unité de longueur lambda du fil. Puis on a les dimensions suivantes. Le point P, il est à une hauteur Y verticale du fil. Puis on a deux dimensions. J'ai compliqué le problème en le mettant pas symétrique. Donc vous voyez, on a A, c'est la longueur qui dépasse d'un côté, puis B, c'est la longueur qui dépasse de l'autre côté. Puis disons qu'on va appeler L majuscule la longueur totale du fil, c'est-à-dire A plus B. Bon, on procède de la même façon que au chapitre 2, c'est-à-dire on commence par couper notre fil avec un élément de longueur qui va être dx. Ensuite, on va avoir besoin de r, la distance, c'est-à-dire la distance entre le point P et notre élément qu'on vient de découper. Alors ça va être notre distance r. Et on va la calculer clairement avec le théorème de Pythagore. Donc vous voyez le côté vertical, c'est y. Puis le côté horizontal, on va avoir besoin de le nommer. Alors dans le fond, ça sera ça notre variable x. Donc la distance entre ici et là, c'est comme ça qu'on va pouvoir calculer le r. Donc ça veut dire que j'ai comme pas le choix de l'origine du système x. Étant donné que p il est là, il va falloir que je mette mon x égale 0 en dessous du point P pour pouvoir mesurer la distance du côté horizontal du triangle. Donc mon x égale 0 va être à cet endroit-là. Alors maintenant, comme au chapitre 2, ce qu'on a à faire, c'est, alors dans le fond, on va dire, je vais me remettre en noir, on va dire dv, l'élément de potentiel, ça va être k dq sur r. Et puis maintenant, on va vouloir exprimer dq en fonction de notre variable d'intégration, qui va être x, et ça va être la même chose qu'au chapitre 2, c'est-à-dire, on a lambda qui est la charge par unité de longueur, alors on multiplie par la longueur de l'élément qui est dx, alors ça va nous donner la charge. Donc ça c'est pour dq, puis pour r, alors comme on dit tout à l'heure, on va calculer r en faisant x carré plus y carré racine, et donc ça va nous donner notre distance r. Et c'est tout, vous voyez, on n'a pas de vecteur unitaire, donc en fait, ça simplifie beaucoup les choses. Ensuite, on continue. Oups. Donc je vais la descendre pour continuer. Il me reste maintenant à faire mon intégrale, donc je vais dire v égale intégrale de k dq sur r, donc je vais peut-être mettre le k tout de suite dehors. dq, on disait que c'était lambda dx, puis r, racine de x carré plus y carré. Donc voilà, on a mis, vous voyez, le k dq sur r, j'ai remplacé dq par ça, le r par sa valeur aussi. Donc, c'est notre intégrale. Et il nous reste à fixer maintenant les bornes d'intégration, puis ensuite il va nous rester à résoudre l'intégrale. Donc, les bornes d'intégration, c'est x la variable. Donc, x, vous voyez, va varier de moins a à gauche jusqu'à plus b à droite. Donc, nos bornes d'intégration, ça va être moins a à plus b. Alors maintenant, il nous reste à résoudre l'intégrale en question. Évidemment, le lambda, c'est une constante, donc il va sortir. Il va nous rester dx sur racine de x carré plus y carré. C'est pas si évident a priori. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à la page 453 de notre volume et on cherche. Donc, vous voyez, les racines, ils vont tomber ici à quelque part. Donc, on l'a ici, là, numéro 53. Intégrale de dx sur x carré plus ou moins a carré.
ça donne un log, donc le log de x plus racine de x carré plus ou moins a carré, donc la même chose qu'on avait ici au dénominateur. Donc, c'est notre solution. On va la reprendre. Donc, on revient ici avec notre solution. On va donc avoir colambda, puis ensuite log de x plus racine de x carré plus y carré. Voilà, il ne nous reste plus qu'à maintenant remplacer nos variables, c'est-à-dire nos bornes d'intégration de moins a à b. Donc on va voir, je vais avoir quelque chose comme ça ici. Je vais mettre colambda tout de suite en évidence. Puis ensuite on va avoir log de b plus racine de b carré plus y carré. Voilà. Puis ensuite on va faire moins, mais en fait je pourrais utiliser une propriété des logs. On va diviser ici par moins a plus racine de a au carré plus y au carré. Voilà. Donc ça serait le log de tout ça en fait qu'on aurait là. Voilà. Bon, mes crochets sont un peu inutiles, là. Le colambda est en avant du log, donc ça reste comme ça. Bon, évidemment, c'est pas très joli comme formule, puis on peut pas vraiment la simplifier, donc ça va rester comme ça. Si on avait des chiffres maintenant, il s'agirait de mettre les chiffres dedans pour avoir notre réponse. Vous voyez, si on avait y, b et a, de même que lambda, on pourrait calculer un chiffre pour le potentiel v.